Je commence par une image lue dans le journal de mon père. Que penser d'un sabotier qui, depuis 20 ou 30 ans, ferait des sabots chaque jour de 8h du matin à 10h du soir, dans l'attente toujours vaine d'un client qui ne vient jamais, n'ayant d'autres ressources que de ranger côte à côte ces milliers de sabots et recommençant néanmoins chaque matin sa tâche avec le même acharnement. Assurément, on aurait raison de penser qu'il est fou ou qu'il va le devenir. Notre père, puisque nous sommes ici 3 filles aujourd'hui, et que c'est à l'instigation de la 4e que cette exposition a eu lieu, notre père, qui se comparait à ce sabotier, n'est pas un peintre très connu pour plusieurs raisons. Premièrement, il n'était pas abstrait, ce qui a longtemps été la mode dans les années 60. Nous vivions alors la pleine euphorie abstraite. Nous pensions tous que plus jamais la peinture ne serait figurative, disait Pollock, un galériste. Seul comptait l'abstrait, un mouvement qu'après la guerre, les Américains libérateurs mettaient en valeur en considérant le figuratif comme décadent, en particulier l'expressionnisme qui leur évoquait l'Allemagne nazie. Deuxièmement, son problème était qu'au début de sa carrière, il a réalisé des vitraux pour le compte du ministère de la Reconstruction pendant 15 ans pour nourrir sa famille. Il avait 5 enfants à 34 ans, ce qui l'a tenu éloigné du cercle des peintres parisiens et des galéristes, un milieu d'ailleurs qu'il n'aimait pas beaucoup. Troisièmement, dès le début, sa carrière était un peu chaotique, bien qu'il ait reçu des distinctions très jeunes, le prix Hallmark à 30 ans, celui de la jeune peinture à 34, qu'il ait exposé en même temps que Bernard Buffet, même une fois à New York, et était considéré avec lui comme un représentant du nouvel expressionniste, même si Buffet a ensuite divergé. Il fait une première exposition à 36 ans, refuse ensuite à 40 ans un contrat d'exclusivité dans une grande galerie en prétextant qu'il veut peindre librement et ne pas devenir commercial comme Bernard Buffet. Vu ensuite un certain temps comme un expressionniste, il casse sans le vouloir son image en 1968 en exposant des églises davantage baroques qu'expressionnistes qui déconcertent les critiques. Et même s'il va exposer ensuite dans de grandes galeries, Pollock, Proté, Nouvelet, Marie-Vitou à Paris, il n'est presque jamais classé dans la nouvelle figuration, ni chez les expressionnistes, qui sont d'ailleurs très rares en France. Quand il expose à la galerie Pollock, il côtoie les peintres du mouvement Cobra, qui valorise l'instinct sur la raison. Alors, Fautrier n'était pas un cobra, mais il disait « La peinture, on ne sait pas pourquoi ni comment on l'a fait ». À la galerie, on l'a comparé à Bacon, mais il ne connaissait pas ce peintre anglais quand il peignait, plus vieux que lui, seulement de 9 ans. Il est vrai que comme lui, il voulait, entre guillemets, montrer le dedans. Je m'arrête un instant sur son expressionnisme, qu'il considérait presque comme une malédiction. On est expressionniste, on ne le devient pas, disait-il, c'est en tout cas une démarche viscérale, passionnée, violente, souvent gestuelle, mais toujours à ses yeux l'expression d'une souffrance. Je ne peux m'exprimer que dans la souffrance, c'est lorsque j'ai touché le fond que je peins mes meilleures toiles. Dès l'enfance, il aime dessiner, même si ses ancêtres sont des paysans et ses parents des gens simples, mais il a quand même un grand-oncle portraitiste qui lui offre sa première boîte de couleurs. Il prépare les beaux-arts au Mans, est reçu, devient boursier, mais il s'inscrit en même temps aux ateliers d'art sacré où Maurice Denis lui apprend à peindre en l'invitant à aller copier les toiles au musée et à peindre en aplat. J'allais à l'école des beaux-arts le matin, dit-il, je signais le registre et je ressortais aussitôt pour aller travailler pour moi aux ateliers. Il connaît en 1940 la guerre et l'expérience de la vraie peur au moment, dit-il, où l'on entend la bombe tomber et l'on ne sait pas si elle est pour soi, pendant sa fuite en Champagne devant les Allemands, peut-être l'une des raisons de son traumatisme. Il se marie à 24 ans, perd un bébé à 40 ans. Quand il l'enterre au cimetière,
Il croit reconnaître dans le fossoyeur un personnage de sa peinture. « C'était bien toi qui étais sur ma toile et tu n'avais rien à m'apprendre, dit-il, car je te connaissais déjà. » Et son fils aîné se noie quand il en a 50. Il perd la foi à cette époque, mais sa crise morale a commencé 4 ans plus tôt. Désarroi absolu, les gestes ne signifient plus rien. Il ne vend presque rien à cette époque, une seule toile en 1975, et peine à trouver un galeriste, ce qui lui arrivera quand même la même année et plusieurs fois par la suite, puisqu'il a eu 35 expositions privées, environ 120 articles de presse et vendu 500 toiles pendant la bulle spéculative des années 90. Mais il s'ennuie dans son mariage et rencontre en 1983 une femme qui lui fait peindre des choses plus sensuelles et même satiriques, comme les notables, les noces et les présentations. Une peinture plus libérée, d'autant qu'il voit à Paris la rétrospective Turner qui l'aide à se libérer picturalement. Mais sa libération avait commencé en réalité dès ses 50 ans, avec des toiles rouges, presque abstraites et violentes. Il rompt avec elle ensuite pour rester avec sa femme et subit une opération de la cataracte qui échoue, le laissant à demi aveugle. Il souffre aussi d'un zona affectif qui lui fait peindre des suppliciés. On en retrouve 150 à sa mort dans l'atelier, auxquels il se compare et qu'il considère comme ses amis. C'est occasionnel. C'est à ce moment-là que Catherine Haas et Antoine Canet le rencontrent. C'est eux qui sont à l'origine de l'exposition. Bien qu'exposant encore occasionnellement dans des musées, Troyes, Châteauroux, le musée Quillot en 1995, il est désabusé et se laisse plus ou moins mourir en refusant de se soigner, d'où sa mort brutale le 12 juillet 1995 à 76 ans. Je vais maintenant aborder plutôt sa peinture brièvement. Il peignait ses œuvres par période et l'absence d'unité apparente déconcertait souvent les critiques. Mais sa peinture restait la même, de même qualité, au début en aplat et ensuite témoignant d'une grande maîtrise picturale. Il avait beaucoup étudié dans les musées la façon dont les peintres organisaient les masses et l'équilibre des couleurs, étant de plus lui-même un bon coloriste avec des couleurs vives, des fonds noirs et des contrastes. Il peignait à l'huile en nettoyant chaque jour sa palette et en utilisant les restes sur la fin de sa vie pour faire des petits amas de couleurs recomposés en visage qu'il appelait visage-matière. Qu'on voit ici d'ailleurs à la galerie, on en voit là-bas, la vitre fait un mauvais reflet, oui, devant. Ici, voilà, des visages-matière. Je ne dessine pas, disait-il, enfin ça c'est ce qu'il racontait à Nathalie Cotin dans les entretiens. Je ne dessine pas, je suis restée fidèle au pinceau ou à la brosse, des pinceaux très larges. Je les nettoie souvent pour avoir une pâte propre. Je nettoie aussi mes palettes. Plusieurs fois dans la journée, je peins souvent en musique. Cependant, comme un vrai expressionniste, ses thèmes restaient durs, des visages, des couples, des suppliciés, et sa peinture peut paraître angoissante alors qu'à la longue, son équilibre et son harmonie sont apaisants, d'où l'existence de collectionneurs fidèles assez nombreux. Je vais un peu maintenant parler des toiles. Les églises, ceux qui disaient. Dans les façades de ces petites églises baroques, il y a quelque chose de charnel, d'humain. Pour les gouaches, ces gouaches me donnent beaucoup de joie et me sauvent tout le reste. J'y prends plaisir, même si la bataille est rude et sans les contraintes techniques de la peinture. Le visage. Pour éviter la facilité dans tous ces petits visages, il faut d'abord les pousser le plus loin possible, puis prendre le risque de les casser pour essayer de les réussir de nouveau, ce qui n'est pas toujours le cas, sans que la qualité de ma peinture soit liée à une sorte de spontanéité. Sur ces notables, qui sont plutôt dans les années 80, je lis un petit texte de Nathalie Cotin dans le catalogue de l'exposition de Clermont-Ferrand. Peu éloquent, les traits du visage volontairement brouillés,
dire que l'empattement et la difformité. Ils sont immortalisés, repus, torse bombé, maculés de médailles, figés dans la certitude et la suffisance que libère la bonne conscience, le sentiment du devoir